Et à tous pour ce webinaire. Juste avant de commencer, je vais rapidement vous présenter la thématique de ce webinaire. On remercie à tous encore une fois d'être présents autour de l'archivage à l'heure du Big Data et du RGPD, qui est la thématique qu'on a décidé de porter sur ce webinaire et pour lequel Everteam sera accompagné d'un intervenant de chez Viveris et de BTD qui se présenteront juste après. Avant de débuter ce webinaire, quelques précisions. Tous les participants sont en mode silencieux pour le confort de tous en termes d'écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pourrez le faire tout au long du webinaire au travers de l'outil de chat qui est mis à votre disposition sur les outils proposés par l'outil de webconférence. Ces questions seront prises en charge en cours de présentation et seront traitées à la fin de la présentation. On gardera un petit peu de temps pour que chaque question puisse être traitée directement, qui vous laissera aussi l'occasion en fin de webinaire de poser également vos propres questions. Les intervenants, c'est moi-même, Nordine Lamriri, je suis vice-président Product Management chez Everteam et je serai accompagné d'Aïssa Toussard et d'Éric Détang, que je vais laisser chacun respectivement se présenter. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Aïssa Toussard, donc je suis directrice de la ligne GDPR et cybersécurité de BTD Innovation, qui est un cabinet de consulting qui est basé au Luxembourg, et en même temps je suis Group Data Protection Officer depuis quelques années maintenant, et donc je vais principalement vous parler de la problématique, la thématique RGPD dans ce contexte-là. Bonjour, Éric Détang. Pour ma part, je suis responsable commercial de l'activité ECM archivage chez Viveris. Donc Viveris, c'est un intégrateur partenaire Platinum d'Everteam depuis plus de 10 ans. Et donc nous avons toute une équipe à votre disposition pour mettre en œuvre les solutions Everteam. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet et abordons les thématiques de notre webinaire. Une rapide introduction, puis ensuite nous aborderons les différents thèmes qui ont à la fois trait à l'archivage, qui est le cœur de la présentation, mais également d'en pondérer les relations avec tout sujet aujourd'hui qui sont extrêmement porteurs, à la fois les sujets liés au big data, qui sont des sujets qu'on ne peut plus aujourd'hui ignorer lorsque l'on gère des données et lorsque l'on veut effectivement les archiver, et le RGPD qui est d'une actualité extrêmement forte, sur lequel il y a un vacarme marketing assourdissant, et sur lequel pourtant des solutions technologiques existent qu'on aimerait évoquer avec vous, que ce soit sur les aspects organisationnels, méthodologiques, expertise, mais également technologique avec des présentations produits. L'archivage. L'archivage, c'est un sujet qui existe déjà depuis très longtemps dans les entreprises, sur lequel l'évangélisation en France en particulier a commencé il y a une dizaine d'années. Mais c'est un domaine qui historiquement a toujours existé depuis de nombreuses décennies autour de l'archivage papier, mais qui comme je l'ai indiqué, depuis une dizaine d'années, prend sa place au niveau des entreprises pour tout ce qui concerne l'archivage électronique. L'archivage électronique, c'est un véritable marché porteur qui évolue doucement mais sûrement. Là, on a les sources dans le cabinet de conseil qui s'appelle Radicati Group, qui évalue une évolution entre 2017 et 2021 de 4600 milliards à 7100 milliards de dollars sur le marché de l'archivage. Donc une évolution constante qui est portée principalement d'une part par une prise de conscience des entreprises de se réapproprier son capital informationnel, donc une véritable prise de conscience que tous les îlots de contenu que les entreprises gèrent et qui étaient sans aucun contrôle en termes de gestion de cycle de vie, d'identification de la valeur, que tous ces corpus-là devaient être repris en main, à l'instar de ce qui était fait au niveau des archives papier, et que ces investissements-là
au regard des bénéfices, rester des sujets intéressants pour les entreprises sur lesquels il valait le coup de se lancer. De très nombreux grands comptes en France se sont lancés sur ces sujets et leur team en joue un rôle important sur toute la phase de déploiement des outils informatiques. L'archivage, en soi, effectivement, est une thématique, mais on ne peut pas aujourd'hui le désolidariser complètement de la notion de big data. Et l'archivage et le big data, même si au départ apparaissaient vis-à-vis du marché comme deux sujets tout à fait antinomiques qui ne pouvaient pas cohabiter ensemble, finalement, le sens de l'histoire va vers une cohabitation de ces deux approches, de ces deux paradigmes, pour permettre finalement de gérer le flux informationnel croissant et extrêmement volumineux que les entreprises ont demain besoin de gérer. Donc, le big data, de manière simple, va permettre via l'ensemble de technologies et de pratiques de gérer cette volumétrie. Et d'autre part, l'archivage vient avec un historique de pratiques et d'expérience pour s'approprier et gérer ces contenus et savoir mieux les appréhender. Si on devait simplifier finalement les caractéristiques intrinsèques autour de la gestion de l'information propre au big data d'une part et propre à l'archivage d'autre part, il faut considérer que le big data finalement se consacre à la gestion d'une information figée, à l'instar de l'archivage finalement. L'archivage, historiquement, on sait qu'on gère des archives qu'on pourrait qualifier de record, des informations statiques, figées, des documents finalisés qui doivent être conservés durant une certaine durée, mais dans un état fixe. Dans le big data, finalement, on n'est pas dans un état différent. On n'est pas dans un état où les données peuvent être générées avec une vélocité très forte, mais lorsque la donnée est créée, en elle-même, elle est stockée en l'état, elle reste aussi figée. Le big data va se concentrer sur la donnée électronique, alors que l'archivage sera capable d'appréhender l'électronique et le papier en termes de pratique. La gestion de l'archive papier, du document papier, est un sujet fondamental. Dans le big data, la gestion de la donnée est au cœur de la thématique. Alors que l'archivage, depuis toujours, s'est consacré à la gestion des documents, papier ou électronique, et donc une gestion de contenu non structuré. Le big data est focalisé sur une maîtrise de la volumétrie. L'archivage, finalement, est plutôt focalisé sur une maîtrise des étapes de description et de prise en charge, mais avec des débits volumétriques qui restent relativement stables. Et peu de pratiques qui permettent finalement d'absorber des pics de volumétrie importants. Dans le big data, l'information est peu ou pas décrite, elle est finalement telle qu'elle, et elle est gérée en l'état par des systèmes big data, par de data lake, avec des îlots, des étendues de contenu qui sont gérés par ces technologies big data. Alors que l'archivage va se focaliser sur une information décrite et qualifiée, préalable à toute prise en charge par un système d'archivage. Le document doit être typé, le cycle de vie doit pouvoir s'enclencher, les niveaux de confidentialité sont déterminés, la confidentialité, qu'elle soit sur les données personnelles ou qu'elle soit générale, est par défaut et par conception. Et enfin, au niveau big data, on a une assez faible maîtrise du cycle de vie. Le contenu s'accumule, on part du postulat que plus le contenu s'accumule finalement, et plus on saura de manière profonde et rétrospective faire des analyses sur ces données. Alors que l'archivage est sur une maîtrise du cycle de vie qui est fine, qui est maîtrisée, avec une conservation de l'information jamais au-delà de l'usage pour lequel elle est prévue. Et on se rend compte finalement que dans ces deux grands domaines, il y a des atouts et des carences que respectivement l'un et l'autre peuvent compléter. On reviendra sur ces sujets-là, mais la thématique de l'archivage et du big data est un sujet fort qui aura un impact très important sur les systèmes d'archivage. La suite de la présentation va se focaliser sur un point qui paraît évident, mais qu'il est important de préciser, c'est d'éviter tout mélange entre archivage et sauvegarde. Ça a souvent été un élément de débat assez profond avec de nombreux DSI. Et Éric Détang va se proposer de nous en faire une définition. Merci Noureddine. Effectivement, aujourd'hui, souvent on se pose la question archivage, sauvegarde. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Quelles sont les zones de recouvrement? Si on regarde à l'origine, on se posait pas la question parce que quand on parlait de sauvegarde, on parlait de sauvegarder ses données électroniques.
Quand on parlait d'archivage, on était plutôt focus sur ces documents papier, sur son fond patrimonial. Aujourd'hui, avec la gestion des documents sous forme dématérialisée, c'est un fait que la question peut se poser. Mais je pense que les deux choses répondent à des objectifs différents. Si on regarde l'archivage, on va vouloir avant tout gérer le cycle de vie complet de vos documents et de vos données. Vous allez souhaiter archiver et conserver dans le respect des réglementations. Côté sauvegarde, ça va être à l'instant T, récupérer toutes vos données pour les stocker en peu de temps pour pouvoir disposer d'une copie de celle-ci. Concernant l'archivage, comme le disait Noureddine, aujourd'hui, on gère les documents d'origine électronique, mais on n'oublie pas le papier, parce qu'il y a encore beaucoup de documents que vous n'avez qu'en format papier, et donc il est nécessaire de gérer. On va également, pour tous ces documents électroniques, mettre en place les outils qui vont me permettre de disposer, d'avoir une valeur probatoire de mes documents archivés, et donc de pouvoir me passer du papier dans la plupart des cas. Et puis enfin, l'élément important au niveau archivage, dans les objectifs que j'ai à atteindre, c'est de garantir un accès aux documents archivés pour l'utilisateur en lui mettant à disposition des outils de recherche qui vont lui permettre à tout moment d'accéder aux documents archivés. Donc l'archivage, c'est des documents qui sont à disposition de l'utilisateur final. La sauvegarde, on voit qu'on a un objectif différent. On veut sauvegarder ces gros volumes, on veut les conserver et sur des supports externalisés pour qu'en cas de problème, on puisse les récupérer et donc avoir ces jeux de données pour lesquels on va pouvoir remettre les données sur un nouveau système d'information pour pouvoir redémarrer au plus vite. Un des autres objectifs des sauvegardes, c'est de libérer de l'espace de stockage pour que vos utilisateurs puissent travailler au mieux. Mais comme vous le voyez, dans les objectifs, on n'a pas du tout l'objectif de garantir un accès aux documents sauvegardés pour l'utilisateur final. La sauvegarde, c'est quelque chose qui est à disposition de l'équipe IT pour faire face à un incident majeur et être capable de redémarrer dans les meilleures conditions. Si on regarde un petit peu plus la sauvegarde, effectivement, la sauvegarde, son objectif, c'est d'avoir vos données pour, dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, pouvoir redémarrer avec un niveau de perte minimum par rapport à l'instant T où votre système va être devenu déficient. Donc, ça veut dire que dans les problématiques à résoudre, on va avoir à mettre une politique de sauvegarde en œuvre, ce qui n'est pas forcément évident puisque ça veut dire que chaque jour, il faut qu'on sauvegarde nos documents. On a souvent une plage de temps relativement limitée pour le faire, donc ça veut dire une gestion de sauvegarde incrémentale avec des gestions, de sauvegarde totale de temps à autre, peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, en fonction des volumétries que vous avez à traiter. Ça veut dire également une restitution qui n'est pas forcément évidente. Vous avez un clash le mercredi soir et vous aviez une sauvegarde complète le dimanche qui avait été faite le dimanche précédent et le lundi, mardi, vous avez 2 sauvegardes incrémentales. Bon, il va falloir que l'IT gère bien tous ces supports pour vous remettre à niveau les documents, vous remettre à niveau les données, pardon. Et puis une chose souvent qu'on oublie, une des difficultés, c'est de gérer les supports dans le temps, parce que malheureusement, vos supports peuvent être vieillissants, les technologies évoluent, et donc si vous voulez avoir des sauvegardes optimales, il faut toujours garantir un niveau d'évolutivité de vos supports et des matériels utilisés. Et puis enfin, la dernière difficulté au niveau sauvegarde, ça va être toute la partie tri et élimination. On ne se pose pas de questions, quand on sauvegarde tout. On se rend compte qu'au bout d'un moment, on arrive sur des volumétries, comme je vous le disais, qui deviennent délicates à gérer. Et ça, malheureusement, au niveau des sauvegardes, on a beaucoup de mal à faire des choix et à dire je ne prends que telle ou telle partie. Concernant l'archivage, là on voit tout de suite la différence par rapport à la sauvegarde. Là, on va gérer le versement des documents en mode synchrone parce qu'on va avoir défini une politique complète d'archivage
qui va nous permettre, je dirais, de fournir tout un tas d'éléments complémentaires à notre document. Tout d'abord, on va associer au document que l'on archive toutes les métadonnées nécessaires et suffisantes qui vont nous permettre ensuite de garantir des recherches performantes pour l'utilisateur. Donc, notre document qui va arriver dans mon système ou qui va être issu de Maged, quand je vais le basculer dans l'archivage, je vais l'accompagner de tout un tas d'informations. Je vais définir également dans ma politique d'archivage ce que je dois conserver. Et donc, pour chaque typologie de document, je vais avoir des règles de conservation qui vont me permettre de dire tel document doit être gardé tant de temps. Et surtout, je vais définir aussi. Tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît, Noureddin? Bien sûr. Merci. Je vais pouvoir également définir bien ce que je fais du document à l'issue de son temps de conservation. Est-ce que je le supprime purement et simplement, ou est-ce qu'au contraire je le gèle pour en couper l'accès aux utilisateurs finaux, mais moi en tant qu'archiviste le conserver? Et puis enfin, dans ma gestion de versement, je vais également pouvoir gérer où je dispose mes documents, c'est-à-dire gérer mes supports de stockage. Et par exemple, si j'opte pour un archivage en Y, peut-être m'éviter de sauvegarder les documents archivés, puisqu'en ayant fait un archivage en Y, je les aurais stockés sur 2 supports en parallèle, et donc le risque que mes 2 supports tombent en panne simultanément est quand même relativement faible. L'autre élément que va m'apporter l'archivage par rapport à la sauvegarde, c'est bien entendu la valeur probatoire des documents. C'est-à-dire que quand je vais déposer mes documents dans mon outil d'archivage, ils vont être stockés en étant signés, en étant tracés ensuite durant toute leur durée de vie au sein de mes archives pour qu'on connaisse toutes les actions qui ont été faites dessus, ce qui nous permettra de disposer avec mon document de journaux qui contiennent ces éléments de preuve et qui me permettront, face à l'autorité légale, de fournir à la fois le document, à la fois les éléments de preuve qui permettront qu'un juge considère que mon document a une valeur probante, alors que ce qui sortirait d'un système de sauvegarde n'a aucune valeur juridique. En synthèse, ces 2 systèmes dont on voit bien les différences, je dirais, sont nécessaires et doivent absolument cohabiter au sein de votre système d'information. La sauvegarde, pour vous permettre de redémarrer et vous garantir une reprise d'activité en ayant le minimum de pertes en cas d'incident. Et puis bien évidemment le système d'archivage électronique, puisqu'aujourd'hui, je dirais, vous avez une forte proportion de documents qui sont des documents électroniques, et donc à partir de ce moment-là, il faut en garantir la valeur probatoire. Et puis aussi, ce système d'archivage électronique, en vous permettant, comme je vous le disais, on va intégrer pas mal de métadonnées avec chacun des documents. Et ça, les technologies du big data, dont parlait Noureddin tout à l'heure, vont nous permettre d'exploiter au mieux les archives et de les valoriser. Souvent, les archives ont été considérées un petit peu comme le parent pauvre au sein de l'entreprise. On voit que quand on dispose d'un SAE avec toutes les techniques de recherche et d'analyse que permet le big data, finalement, on va valoriser nos archives et que ça va devenir à nouveau des documents qui apportent une forte valeur ajoutée dans l'entreprise. Et puis enfin, aujourd'hui, comme le disait Noureddin tout à l'heure, on parle beaucoup de la gestion des données personnelles. C'est un fait qu'il faut qu'on soit capable de les tracer dans nos données au quotidien et dans nos documents au quotidien. Mais il est clair que vous avez nécessité à retrouver ces données dans vos archives. Et un SAE vous apportera les outils qui vous permettront, lorsque vous faites vos analyses concernant les données personnelles et les actions réalisées dessus, de trouver également toutes les informations dans les documents archivés au sein de votre entreprise. Voilà un petit peu pour moi les différences entre sauvegarde et système d'archivage électronique qui doivent, je dirais, cohabiter ensemble. Merci Eric. Merci Eric. On va continuer, mais je pense qu'on a eu un petit souci dans le déroulement des slides.
mais le principal a été dit. Merci encore une fois. On a fait un point sur l'archivage. Donc juste en point de passage, pour que vous ayez de la visibilité, on va maintenant évoquer et rentrer un peu plus dans le détail sur le sujet du RGPD, qui fait partie également des sujets abordés sur ce webinaire. Et à cette occasion, on illustrera finalement une combinaison entre des technologies d'archivage, de big data et la prise en compte de spécificités du RGPD dans une petite séquence de démonstration logicielle qui permet un petit peu d'illustrer les différents propos qu'on a pu tous ensemble évoquer. Juste pour être sûr, Eric, est-ce que le slide qu'on voit à l'écran, c'est bien archivage et RGPD? Pardon? Non, tu viens de passer sur gérer les durées de conservation. Tu viens de passer sur la slide suivante. Ouais. Aïssatou, tu vois archivage et RGPD sur ton écran? Non, là, t'es passé sur, voilà, oui, voilà. Là, je le vois. Ok, bon. Donc, archivage et RGPD, on est vraiment à la croisée des chemins. Le point qui est extrêmement important, c'est que la gestion des données personnelles auparavant dans les entreprises et l'archivage étaient finalement deux mondes qui ne discutaient jamais entre eux, avec assez peu de points de contact, que ce soit dans le corpus législatif ou normatif ou réglementaire, entre les obligations et les exigences autour de la gestion de la donnée personnelle et l'équivalence au monde de l'archivage. Le RGPD, finalement, change un peu la donne avec un certain nombre de nouvelles obligations qui n'existaient pas auparavant et qui apportent finalement de nouvelles perspectives en termes de convergence entre l'archivage et le RGPD, qui est une convergence qui n'est pas factice, qui est absolument déterminante pour permettre à l'archivage de prendre tout son sens et au RGPD d'être applicable. Donc l'intérêt, entre guillemets, est bidirectionnel. On va retrouver par exemple une notion autour de la gestion de la donnée personnelle qui doit être intrinsèquement prévue dans les systèmes qui traitent de la donnée personnelle, qui la conservent. Donc la notion de privacy by design, par conception, ou by default, c'est-à-dire préconfigurée, prédéfinie dans l'outil technologique lui-même. Mais on retrouve également d'autres notions qui étaient finalement qui en termes de terminologie sont assez éloignés de l'archivage, mais qui sont en fait en termes de sens, ils sont très proches. Par exemple, la accountability. La accountability qui vraiment incite les entreprises à faire preuve de proactivité sur l'appropriation et la compréhension des données qu'elles manipulent, est tout à fait une thématique qui appartient à la gouvernance de l'information ou à l'archivage de manière générale. La façon dont l'entreprise reprend en main l'information qu'elle gère et se la réapproprie. Les outils d'archivage et les pratiques d'archivage sont conçus pour aller dans ce sens, et le RGPD tend à promouvoir ce type d'initiative. Des droits à la personne qui sont maintenant clairement identifiés. Parmi ceux-ci, certains sont très proches de ce qu'on peut trouver dans le monde de l'archivage. La notion de portabilité, la notion d'accès, la notion de restitution, la notion de droit à l'oubli. Toutes ces notions-là, finalement, qui maintenant sont mises à disposition des utilisateurs, doivent trouver un sens, finalement, au regard du RGPD et des technologies qui vont permettre de le mettre en œuvre, et impliqueront nécessairement des outils et des pratiques de gestion d'archives. Voilà. Pour évoquer plus précisément ces points-là, je vais donner la parole à Aïssatou, qui va nous parler du RGPD et des points particuliers qui nous intéressent concernant le RGPD. Merci beaucoup, Nordine. Alors, juste avant, je fais un petit focus sur ce que Nordine a pu dire tout à l'heure. Il faut bien distinguer au niveau de l'archivage les différents statuts d'archivage. Vous avez l'archive active, vous avez l'archive dormante, et il faut faire la distinction. Une archive active, c'est une archive où la donnée qui a été collectée, du coup, a été utilisée pour la finalité pour laquelle elle a été collectée, et du coup, en fait, elle n'est conservée que dans le cas où on a des petites modifications à effectuer dessus. Et il y a l'archive dormante, l'archive
qu'on pourrait appeler archive morte, c'est l'archive pour laquelle normalement les accès sont restreints sur ces données-là, et ce ne sont des données en fait qui ne peuvent être utilisées qu'en cas de litige juridique. Donc là, ma data est conservée. Je la conserve parce que j'ai une obligation légale qui me dit que je dois conserver ces données-là pendant 10, 15 ans, 5 ans. Mais je ne dois plus l'utiliser parce que la finalité pour laquelle j'ai utilisé la donnée a déjà été appliquée. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'archive est une archive morte. C'est une archive où je ne peux plus accéder aux informations. Seul un litige, et donc avec un archiviste, c'est l'archiviste qui va pouvoir accéder à la donnée dans le cadre de ce litige. Et plus moi, en tant qu'individu qui a du coup déposé la data dans mon système d'archivage. Donc ça, c'était juste pour faire un petit focus. Et par rapport du coup aux droits des personnes, il faut savoir que dans le droit des personnes, on ne peut accéder qu'à des données qui sont en archive active. Les données en archive mortes, ce sont des données en fait qui ne vraiment, en fait, il n'y a qu'un litige qui peut permettre d'accéder à ces données-là. Pour les autorités de protection des données, notamment françaises, la CNIL, on refera un focus dessus. Hein. La limitation de durée de conservation, en fait, prend vie en 3 parties. Soit la data est supprimée, donc elle est purgée, soit la data est anonymisée, soit la data est archivée. Mais quand on considère l'archive, on parle d'une archive à valeur probante avec un accès restreint en cas simplement de litige. Donc ça, c'était juste pour faire un focus sur la partie droit des personnes. Là, ce dont je vais vous parler, moi, en particulier, c'est justement, notamment en termes de RGPD, mais la première chose à savoir, c'est le champ d'application en fait du RGPD. C'est vrai qu'on en parle énormément. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent un petit peu, mais comme on fait, on sera jamais conforme. Ce qu'il faut se dire déjà au niveau du RGPD, c'est voir est-ce que on est concerné ou pas. Donc le RGPD, il a 2 champs d'application. Il a un champ d'application matériel et un champ d'application géographique. Donc pour le champ d'application matériel, on précise en fait que c'est tous les traitements de données à caractère personnel qui sont automatisés ou qui ne le sont pas. Donc là, en fait, on voit déjà une première problématique. Donc on a tout ce qui est données informatisées, donc tout ce qui passe par un système d'information, mais on a aussi tout ce qui est non automatisé. Donc tous les documents papier sont concernés aussi par le RGPD. Donc très souvent, les entreprises font un focus sur leur système d'information et n'ont pas en fait le réflexe de penser à toutes les archives papier qu'ils ont pu avoir. Et en ce sens-là, en fait, déjà l'archivage va pouvoir y répondre, puisque en archivant les documents papier, on pourra du coup gérer aussi les documents qu'on a dans notre système. Elle va réintégrer un système d'information et ce sera plus facile à gérer en termes de données traitées et de données collectées. Je fais un petit focus aussi sur les principes du RGPD, parce qu'il faut voir que le RGPD, vous avez les champs d'application. Ensuite, vous avez les grands principes à respecter. Donc, ce sont les principes de l'article 5. C'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, en fait, dans le reste du RGPD, vous allez avoir différents articles complémentaires qui vont être là pour répondre aux grands principes ou pour justement spécifier les grands principes. Donc, en termes de grands principes, on a la licéité, loyauté et la transparence. En gros, on se doit d'être transparent dans le cadre du traitement de données à caractère personnel qui est effectué. Et donc, l'individu pour lequel on a collecté les données, on se doit en fait de l'informer de toute action effectuée sur ces données à caractère personnel. La limitation des finalités, à partir du moment où on collecte des données à caractère personnel, ça doit être pour une finalité bien déterminée en amont de la collecte. La minimisation des données, donc quand on collecte des données, on ne collecte que ce qui est indispensable et nécessaire au traitement qui est mis en place, pas plus. En ce sens, on va aussi avoir l'archivage qui va pouvoir y répondre avec la gestion des métadonnées, puisque le système d'archivage, on a la possibilité d'intégrer des informations dans les métadonnées, et ce qui va permettre justement de pouvoir appliquer ce principe de minimisation, puisque dans la métadonnée, on pourra même mettre la finalité du traitement, ce qui va permettre en fait de ne pas avoir une utilisation de la donnée qui pourrait être contraire au principe de minimisation. L'exactitude, évidemment, les datas doivent être à jour. Donc là aussi, on a une réponse au niveau de l'archivage, puisque
l'archivage permet d'avoir une valeur probante et du coup de marquer, de savoir la donnée, à quel moment elle a été archivée, est-ce qu'il y a eu des modifications sur cette data, est-ce que des personnes non autorisées ou autorisées ont accédé à l'information, est-ce que on a eu des modifications, des suppressions, tous ces éléments-là en fait qui vont permettre de savoir s'il y a eu une action sur la donnée, qu'elle soit autorisée ou pas. Ensuite, on va avoir le principe de limitation de la conservation. C'est vrai que c'est évidemment grave parce que c'est le principe évidemment auquel l'archivage répond, puisque c'est le principe de l'archivage. Je conserve une donnée ou un document pendant une certaine durée, et à la fin de cette durée, en effet, j'ai la possibilité de choisir ce que je fais. Est-ce que je le supprime? Est-ce que je prolonge la durée de conservation? Donc, sachant qu'avec le RGPD, à partir du moment où on a défini une date de conservation, sauf modification dans le registre avec justificatif de la modification effectuée, la data doit être purgée, et le système d'archivage est un système qui permet de faire des purges automatiques et donc d'être automatiquement conforme en termes de conservation de données, puisque le système en lui-même aura purgé la data sans qu'il y ait une attente. Alors, on peut mettre en place un système de validation avant la purge pour éviter de perdre les données, mais on peut aussi mettre un système de purge automatique. Intégrité et confidentialité, avec un système d'archivage, évidemment, comme on a une traçabilité qui est mise en place, on a la possibilité de savoir qui accède à quoi et quand. Donc là, on a la possibilité, du coup, de faire en sorte à ce que des personnes non habilitées n'accèdent pas aux données à caractère personnel. Et la comptabilité, qui est le principe de responsabilité, c'est un principe sur lequel un principe fort est très important, puisque on a un retournement de la charge de la preuve, on le verra tout à l'heure, dans lequel on demande aux entreprises de pouvoir prouver à tout moment qu'elles sont bien conformes avec le RGPD. Donc, si on a un système d'archivage avec un système de traçabilité, on a la possibilité de prouver que certains éléments, donc on est toujours sur les archives, donc sur les données qui ont déjà été utilisées dans le cadre d'un traitement, mais qui doivent être conservées parce qu'on a une durée légale de conservation ou parce qu'on a défini une durée par rapport au traitement. Donc, la possibilité de pouvoir prouver à tout moment qu'on est bien conforme par rapport à ce principe-là. Donc, j'ai fait un petit focus sur le principe de limitation de la conservation des données, parce qu'en fait, sur ce principe-là, donc on a pu voir juste avant que l'archivage pouvait répondre à plusieurs des principes du RGPD, mais notamment en termes de principe de limitation, le RGPD précise en fait que les données doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc, c'est très important sur la partie forme. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait la possibilité de savoir, alors ça, c'est si vraiment dans le cadre du traitement, c'est indispensable de connaître l'identité de l'individu. Il faut que le format de cette identité soit un format qui permet cette identification. Donc, ce qui est bien avec l'archivage, c'est qu'avec l'archivage, quand vous archivez un document, en fait, vous avez la possibilité, même si vous l'avez archivé pendant 10, 15 ans, de pouvoir récupérer votre document. Or, même si, entre-temps, il y a eu des évolutions techniques, technologiques, on a la possibilité de récupérer les éléments. Les données à caractère personnel doivent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques. Donc, après, on a la recherche clinique ou historique, les fins statistiques ou l'intérêt public. Alors là, en fait, c'est ça, c'est un des points positifs de l'archivage, c'est que vous avez la possibilité de moduler les durées de conservation que vous définissez, sachant qu'à chaque fois, on doit bien sûr justifier les modifications de durée de conservation qui ont été effectuées et de préférence, bien sûr, en s'appuyant sur une base juridique valable. Donc, pareil, là, on a le système des métadonnées qui permet, par exemple, si on modifie une
durée de conservation, d'intégrer dans la métadonnée qui a été modifiée, justement l'article par exemple de loi sur lequel vous vous appuyez pour dire bon bah avant c'est une donnée ou un document que je devais conserver que 5 ans, il y a une modification légale qui m'oblige à le conserver maintenant 10 ans. Je vais mettre dans la métadonnée la modification pour pouvoir justement valider principe d'accountability et pouvoir justifier de la raison pour laquelle j'ai conservé la data plus longtemps. Donc dans ce principe-là, on a aussi, bien sûr, le RGPD, il indique que la mise en œuvre, ça doit être des mesures techniques et organisationnelles appropriées, évidemment, pour garantir le droit et les libertés des personnes concernées. Alors, les mesures, alors on dit mesures techniques et organisationnelles appropriées, parce que l'archivage est la mesure technique, mais après, on va avoir toutes les mesures organisationnelles en parallèle, donc politique d'archivage, on va avoir les procédures qui vont pouvoir définir quand est-ce qu'on met une donnée ou un document en archivage. On doit avoir un tableau de durée de conservation au sein de sa structure pour savoir justement si je mets un document en archivage ou non et combien de temps je vais faire conserver cette data. Et donc du coup en fait et ils disent approprié parce que selon la donnée et selon les capacités de la structure, évidemment, ça va varier la comptability. On doit prouver qu'on est conforme, mais évidemment, dans la mesure des possibilités. On va pas demander le même niveau de protection des données. Alors si, normalement, mais disons que les autorités de protection des données sont plus indulgentes avec une petite structure qu'avec un grand groupe qui va avoir les moyens de mettre les éléments en œuvre pour protéger les datas, notamment mettre en place un système d'archivage au sein de son entreprise. Donc, tous ces éléments-là, donc ça permet de structurer un petit peu la vision qu'on a en termes d'archivage avec le RGPD, mais on a aussi du coup la problématique de la gestion de la durée de conservation des documents papier. Donc, cette problématique-là, très souvent, en fait, on se dit, bon, d'accord, j'ai mon système d'information, j'archive les données qui sont dans mon système d'information. Qu'est-ce que je fais avec mes données qui sont que j'ai mis en archivage papier? Comment je gère la durée de conservation de mes documents papier? Est-ce que ça veut dire que tous les jours il y a quelqu'un qui doit aller vérifier les archives papier pour voir tel document, c'est un document, on a dit qu'on le conservait 10 ans, compte tenu de la date qui est indiquée, c'est un document qu'il faut supprimer. Donc ça, on est bien conscient qu'aucune entreprise n'est en mesure de mettre quelqu'un en place dans un système d'archivage documentaire papier pour vérifier les durées de conservation et donc supprimer potentiellement les documents qui auraient dépassé la durée de conservation. En ce sens, l'archivage va permettre de le répondre. Et par rapport à ça, on va voir aussi justement qu'on a... Alors souvent, on se demande, mais comment je fais si je mets mes documents papier en mode informatique? Est-ce que ça a la même valeur? Donc justement, sur cette problématique de valeur du document papier, on a un décret qui a été publié le 5 décembre 2016, qui est justement relatif à la fiabilité des copies et des copies des documents dans le système d'archivage. En fait, avant ça, quand on scannait un document ou quand on dématérialisait un document en format informatique, un document papier, on était contraint de conserver le document papier car la valeur légale se portait sur le document papier et non sur le document informatique. Depuis le 5 décembre 2016, en fait, la loi, elle indique que la copie fiable d'un document a la même valeur juridique qu'un document original. Ce qui permet justement en fait de cesser ce système d'archivage papier et de pouvoir dématérialiser le tout en archivage informatique. Alors, on est bien d'accord que la problématique qu'on va aussi rencontrer entre le passage du papier à l'informatique, c'est que sur l'informatique, on n'est plus vulnérable au hackage ou au piratage des données. Donc après, à côté, on a toujours des mesures organisationnelles et techniques
de sécurité à mettre en place pour être sûr que les documents, du coup, qu'on passe en format papier, en format informatique, vont maintenir à un niveau de sécurité suffisant. Donc, quand on parle aussi de fiabilité, la fiabilité, elle est laissée à l'appréciation du juge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va dépendre en fait des moyens que vont avoir l'entreprise pour protéger leurs data. Mais bien sûr, on est toujours d'accord que c'est l'entreprise, principe data accountability, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle a mis tous les moyens en œuvre pour protéger ses données et que ces documents sont fiables et que toutes les copies résultent d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte et dont l'intégrité est garantie dans le temps. Principe justement de l'archivage. L'archivage justement respecte ce principe d'intégrité qui va être garanti dans le temps vu qu'on aura un système qui est mis à jour par rapport à l'évolution des technologies. Et on va avoir aussi la traçabilité de la mise en place du document papier en document archivé. Et on a en plus la possibilité de conserver. Alors, si vraiment on craint le passage, on peut conserver les documents papier un laps de temps et, disons, 6 mois ou 1 an après avoir fait ce transfert sur l'archive électronique. Et ensuite, en fait, supprimer les documents papier, ce qui fait évidemment garantir le principe de limitation de conservation des données des documents papier, puisque du coup, on n'aura plus de documents papier. Et en plus de ça, bon, on a un gain de place et un gain d'argent, évidemment, puisqu'on n'aura plus ce système d'archivage de documents. Soit on utilisait une entreprise externe pour archiver les documents, soit on le faisait dans les bureaux. Et à ce moment-là, on a toujours la problématique il n'y a plus de place pour ranger les documents et donc ça reste dans les bureaux et là ça fait une autre problématique liée au RGPD puisque du coup on a des accès potentiels des données à caractère personnel à des personnes qui ne sont plus habilitées à y accéder. Donc ça on a encore une réponse là-dessus. Donc il faut savoir donc que pour être valable malgré tout, évidemment on doit avoir la date de création du document qui doit apparaître dans l'archive qui aura été mis en format électronique. Et la validité résulte de l'attestation par l'usage d'un système d'horodatage, d'un cachet ou d'une signature électronique. Ce que l'archivage justement permet, c'est d'avoir ce système d'horodatage qui peut savoir quand l'archive a été versée dans le système, la date de création évidemment, en plus de la date d'accès et de la date de suppression des datas ou des documents. Donc, on a évidemment, on est d'accord que en termes d'archivage, toutes les copies doivent être conservées dans des conditions qui sont propres à éviter toute altération de la forme ou du contenu du document. C'est ce qu'on appelle aussi la fiabilité et c'est ce qu'on va aussi retrouver dans le système d'archivage. On est d'accord aussi que en termes d'archivage, on est bien sûr de l'archivage à valeur probante, ce qui justement très souvent on a cette problématique dans les entreprises, c'est qu'on leur demande bon bah est-ce que vous archivez les documents, donc quand j'ai effectué des audits ou des accompagnements en termes de protection des données, et ils nous disent oui j'ai un petit fichier archivage. Alors le petit fichier archivage sur le bureau n'est pas de l'archive. On doit avoir une archive à valeur probante avec des accès restreints et pour ça, en fait, on doit avoir des outils spécifiques à l'archivage et non se dire juste je crée mon petit dossier archivage, je mets mes données dedans et voilà, je les utiliserai plus. Mais bon, on sait jamais si un jour j'en ai besoin, j'aurai toujours accès aux documents. Donc là, on n'est pas sur de l'archivage. Il faut vraiment un outil spécifique. Donc, quand on voit tous ces éléments-là, on voit en fait que, en effet, l'archivage permet de répondre à certaines des problématiques liées au RGPD en garantissant la fiabilité des documents et justement en garantissant aussi leur valeur probante et du coup en permettant aux responsables de traitement de pouvoir respecter, en plus des principes de l'article 5-1, le principe d'accountability qui est celui de l'article 5-2 et justement de prouver à tout moment qu'il est en conformité avec le RGPD, en tout cas en termes de gestion, de limitation de conservation des durées des documents qui doivent être versés à l'archivage.
Alors, je fais un petit focus sur la partie accountability, puisque justement, ça c'est un des grands principes qui change avec le RGPD, puisque ça n'existait pas auparavant. Auparavant, c'était à l'individu de prouver à tout moment que l'entreprise était en faute. Or, maintenant, avec le RGPD et le principe d'accountability, c'est à l'entreprise de prouver à tout moment qu'elle est en conformité avec le RGPD. Donc, on a un inversement de la charge de la preuve. Donc, ce qui fait que on a cette problématique par rapport à la personne concernée, c'est si à tout moment l'individu nous demande justement quelles sont les données que vous avez dans votre système sur moi. La problématique, c'est bon, d'accord, j'ai un système d'information, j'ai sûrement la possibilité d'effectuer des recherches dans mon système d'information. À ce moment-là, bon, même si on a d'autres problématiques qui vont apparaître, on a ce système en fait qui permet de répondre à la demande. Mais comment on fait? Quid des documents papier? J'ai une demande de droit d'accès, un individu me demande qu'est-ce que j'ai comme data sur lui. Il ne faut pas oublier que j'ai les data informatiques, mais j'ai aussi les documents papier. Donc, à ce moment-là, en fait, l'archivage, elle peut répondre. Je vous parlais au tout début de l'archive active et de l'archive morte. Donc, si on a des documents papier qu'on met en système d'archive active, on a la possibilité aussi de faire valoir le droit des personnes et de pouvoir le prouver en utilisant ce système d'archive active et de pouvoir rechercher les personnes. Donc, l'inversement de la charge de la preuve, alors c'est une exigence supplémentaire, mais qui peut avoir des outils techniques et des éléments organisationnels, parce que l'organisationnel est un point très important dans la problématique liée à la protection des données. Et bien, ça va permettre de répondre, d'aider en tout cas à l'application des exigences du RGPD. On a justement, cette volonté en fait du législateur. Pourquoi est-ce qu'il a inversé la charge de la preuve? C'est parce qu'il veut redonner le pouvoir à l'individu sur ces données à caractère personnel. On le voit fortement dans l'inversement de la charge de la preuve, on le voit fortement dans le renforcement des exigences auprès du responsable de traitement, dans le rajout du sous-traitant en tant que personne aussi qui a des exigences à respecter en termes de protection des données, dans la création de la responsabilité conjointe. On le voit dans plein de points, plein d'éléments comme ça, qui permet justement de montrer que c'est une volonté forte, mais qui peut avoir des solutions d'accompagnement qui peuvent être mis en place pour aider les entreprises à y répondre. Donc, sur ce slide-là, donc, c'est tous les éléments en fait justement qui vont permettre de répondre à ce principe d'accountability. Donc, on va avoir en effet la gestion de la traçabilité des documents, donc qui permet de savoir qui y a eu accès aux documents quand. On peut peut-être même dans les métadatas expliquer qu'est-ce qui peut être fait sur ce document-là. Est-ce qu'il peut être modifié? Est-ce qu'il ne doit être qu'en lecture? L'horodatage, évidemment, qui est aussi un point très important et qui permet justement au niveau des archives de savoir l'heure et la date à laquelle une archive a été lue en dernier, qui peut savoir qui est-ce qui a pu accéder à l'information et quelles ont été les actions qui ont été effectuées, et ce qui va permettre justement aux responsables de traitement et aux sous-traitants de maîtriser la vie des documents qui sont mis en archive, les durées de rétention et donc les datas qui peuvent être accessibles ou pas dans le cadre des données qu'ils auront été mis en archive. Très bien, merci beaucoup Aïssatou pour cette présentation très claire autour du RGPD et des points vraiment saillants du RGPD, notamment en lien avec l'archivage. Ce que je vous propose sur la fin de ce webinaire, c'est de faire une petite présentation des outils, parce qu'on parle beaucoup de ces sujets, mais finalement comment tout ça se concrétise pour les entreprises, comment
comment mieux appréhender finalement ces contenus, comment en avoir une meilleure visibilité. On va prendre ici un exemple, une solution Everteam qui s'appelle Everteam Discover, qui est une solution dédiée à la découverte, l'analyse des données, notamment des données personnelles. Donc on va se connecter à l'application et dans le cadre de cette démonstration, l'application est elle-même connectée en fait à un certain nombre de sources qu'on peut aller voir. Donc l'application est connectée ici à un OneDrive, un système d'archives, et puis il y a quelques emails qui sont connectés directement à la solution. Dès lors que la solution est connectée, elle va ensuite automatiquement analyser les données. Ça peut être donc des données qui sont internes ou externes, gérées par un sous-traitant, gérées par une application cloud que vous utilisez, un Google Drive par exemple. Ça peut être un système de messagerie, ça peut être des disques réseau. Et l'outil va vous présenter toutes les données, les fichiers correspondants, le volume global, et vous allez pouvoir naviguer et instantanément va vous donner le nombre d'éléments et le poids concernant chacun de ces repositories. Mais au-delà de ça, le point très important, c'est que le système va appliquer une analyse dessus, va vous par exemple vous donner la répartition de la langue, les dernières dates d'accès, la répartition des poids de fichiers, des formats de fichiers, et surtout l'outil propose plusieurs dimensions, plusieurs perspectives sur ces données. En l'occurrence, dans un contexte RGPD, on pourrait avoir une vision orientée privacy, vraiment orientée données personnelles. Et là, le système va présenter toutes les données personnelles qu'il a trouvées. Alors, la force de l'outil, et là, il est parfaitement aligné avec le thème de ce webinaire, c'est qu'il combine à la fois des fonctionnalités d'archivage, de contenus qui ont été stockés dans cet outil, ou de contenus qui sont in place, c'est-à-dire qui sont toujours dans les outils d'origine. Il combine également des fonctionnalités Big Data, parce que l'outil est basé sur un noyau Big Data scalable, capable de gérer des milliards de documents, et avec une base NoSQL, ça a toutes les caractéristiques de ce type d'outil. Et c'est un outil qui est également parfaitement capable d'apporter beaucoup de valeur dans un contexte RGPD. On va en voir ici un exemple. Dans toutes les données que le système a analysées, il m'indique ici la répartition des documents qui ne contiennent pas de données personnelles et les documents qui en contiennent. Il va me donner la répartition des différents types de données personnelles qu'il a trouvées dans l'ensemble des documents. Je peux par exemple trier, lui dire, présente-moi uniquement les données personnelles, mon corpus qui contient des données personnelles. Ça correspond à 2519 documents. Il m'a filtré automatiquement toutes les facettes et il m'indique ici que les corpus qui contiennent finalement des fichiers et des données personnelles. J'imaginais que les données personnelles n'étaient que dans mon local drive et je découvre que j'avais aussi des données personnelles dans mes mails et dans mes documents archivés. Je peux filtrer et par exemple avoir uniquement les noms de personnes. Tous les documents qui contiennent des noms de personnes. Je trouve les noms ici et puis ensuite derrière je peux filtrer. Je sais pas si je peux filtrer sur un nom. Je vais chercher Gilet. J'ai 126 documents qui contiennent Gilet Joseph. Je peux les sélectionner. Ce nom Gilet Joseph n'est absolument pas une valeur qui était une métadonnée. Et, le nom Gilet Joseph peut se trouver absolument partout dans le document. Il peut se trouver dans une pièce jointe d'un email. Il peut se retrouver dans un document PDF. Il peut se retrouver dans une métadonnée, peu importe. Partout où un nom a été trouvé, le système va le détecter et va l'extraire. Avec ensuite la possibilité à chaque instant de voir la liste détaillée des documents correspondants. Avec possibilité derrière de pouvoir sélectionner un document et de visualiser les éventuelles métadonnées si j'avais effectué une recherche. De consulter ici les métadonnées sous cette forme-là. Possibilité également de réaliser un certain nombre d'actions. Donc le système va me permettre comme ça de naviguer dans mon corpus et d'identifier toutes les données personnelles qui m'intéressent. Je vais pouvoir venir ici et dire je cherche, je sais pas, je combine avec le terme contrat. En l'occurrence, il ne trouve plus que
une soixantaine de 120 documents correspondants. Je peux toujours venir ici dans ma liste résultats. Les documents ici apparaissent. Je peux les trier par score de pertinence. Le score inverse, on va faire dans le bon sens quand même. Et je peux ensuite décider de sélectionner tout ou partie des documents en rapport avec la requête que j'ai exécutée. Prenons un cas, par exemple, où Gilles Joseph est une personne qui a quitté l'entreprise et qui me fait une demande de droit à l'oubli sur tous les documents le concernant et qui sont stockés au sein de l'entreprise, ou une demande de restitution. Moi, en tant que gestionnaire de l'information, pourquoi pas DPO, est soumis vraiment à une obligation de maîtrise de mes contenus. Il faut que j'identifie assez rapidement les documents qui m'ont été demandés. Je les ai trouvés rapidement grâce à cette recherche via des entités nommées. Je vais pouvoir automatiquement taguer ces documents et indiquer la nature de l'action qui m'est demandée. J'aurais pu mettre ici, par exemple, une demande de restitution, une demande de droit à l'oubli, ou la possibilité de pouvoir les mettre dans un panier de sélection. J'aurais pu les mettre dans un panier. Je vais sélectionner les documents, je vais dans panier, je vais créer un panier que je vais appeler demande de restitution. Voilà, c'est mon panier. Les documents ont été mis automatiquement dans ce panier. Demain, je peux quitter l'entreprise, la demande a été prise en compte. Je pourrais également considérer que demain, je traiterai les différents documents que j'ai identifiés, mais que je veux également être certain qu'aucun nouveau document puisse être trouvé correspondant à cette requête. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir enregistrer ma requête et je vais l'appeler demande de restitution Gilles Joseph. Je vais dire que la requête est sauvegardée et les fichiers sont sauvegardés, que je vais scheduler cette requête une fois par jour et que le destinataire, ce sera l'amririe n at demande de restitution de Gilles et Joseph. Charge à moi après de pouvoir mettre un mail statique, ça peu importe, et ensuite de pouvoir la requête est sauvegardée. Maintenant, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que si des nouveaux documents contenant Gilles et Joseph apparaissent dans mon corpus, automatiquement, je vais être notifié. Donc, la certitude qu'aucun nouveau document ne pourra passer au travers des mailles du filet. Et demain, je pourrai retourner dans mon panier, demande de restitution. Je retrouverai tous les documents que j'ai mis de côté et je pourrai tranquillement les analyser, si je veux les analyser, consulter le fichier lui-même, visualiser les métadonnées. Enfin, l'ensemble des informations sont visibles ici. Je retrouve le terme contrat que je vais chercher. Je vois exactement où se trouvait le terme contrat dans le contenu de ce fichier Word. Il se trouvait ici. Et le système va automatiquement m'aider. Voilà. Alors, l'intérêt de l'outil, pour terminer là-dessus, c'est qu'il a un intérêt dans un contexte RGPD, mais pas seulement. Il a aussi un intérêt dans un contexte où vous auriez besoin de nettoyer vos contenus, les migrer, ou gérer une gouvernance de l'information sur vos contenus, avec un affichage de toutes les durées de conservation et des délais de suppression pour l'ensemble de vos informations. Donc une plateforme qui est orientée RGPD, mais pas que, et qui permet de se réapproprier son capital informationnel. C'est une solution qui a pour vocation technologiquement donc de couvrir différentes thématiques, se connecter à tout type de sources, permettre une analyse et une découverte de ces contenus et réaliser différentes actions. La première action étant de permettre de nettoyer les corpus, de pouvoir gérer les données personnelles, de pouvoir appliquer des durées de conservation de manière automatique en s'appuyant sur un traitement automatique de la langue et des fonctionnalités de machine learning, de pouvoir migrer des contenus entre un repository et un autre, des contenus gérés chez un sous-traitant que vous voulez migrer sur un applicatif interne. À tout moment, vous pouvez procéder par cet outil
qui va se connecter aux sources et va être capable de récupérer les contenus pour les déplacer d'un repository vers un autre. Avec au final, finalement, et pour conclure, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, le RGPD et le Big Data, finalement, apportent à l'archivage des thématiques et des technologies qui vont tout à fait dans le sens de l'évolution du marché de la gestion des archives, qui est vers une orientation plus tournée sur une gouvernance globale de l'information. Ça signifie que l'archivage, l'avenir de l'archivage, finalement, c'est la réappropriation par l'entreprise de son capital informationnel. Ça signifie la prise en compte, finalement, de l'information où qu'elle se trouve, quelle que soit sa forme, pas uniquement, finalement, des documents que l'on archive au sens stricto sensu, mais vraiment, quelque part, le paradigme du records management qui, quelque part, remonte le courant de la production documentaire pour qualifier le document au plus tôt. Le deuxième point clé, c'est la réduction des coûts et une optimisation de la performance. L'information que j'ai à l'entreprise devient de plus en plus volumineuse, malgré le fait que le droit à l'oubli s'applique. Les volumétries augmentent. Tout devient électronique, l'ensemble des échanges se font par ce canal-là. Le papier ne disparaît pas immédiatement, il est même toujours très présent dans les entreprises. La cohabitation existe et les volumes grossissent. Donc il y a vraiment cette volonté de disposer de systèmes qui restent performants, quels que soient les volumes, et qui sont orientés réduction des coûts, pour que l'accroissement des volumes ne soit pas directement indexé sur les investissements afférents. Et enfin, orienter également conformité et gestion des risques. On l'a vu avec l'exposé de l'AISATU sur le RGPD, une maîtrise de son capital informationnel, une maîtrise de ses données personnelles est absolument fondamentale aujourd'hui au niveau des entreprises. D'autres aspects sont également importants, pas forcément uniquement que les données personnelles, il y a aussi les données, les documents critiques pour l'activité business de l'entreprise, des documents liés au patrimoine même de l'entreprise. Donc tous ces contenus-là nécessitent une responsabilisation individuelle, la mise en place d'une politique de conservation, la gestion du cycle de vie des contenus et des données, et tout ça est redéfini et aujourd'hui nécessite finalement la mise en place d'outils nouveaux, de pratiques nouvelles, et une convergence finalement de diverses pratiques technologiques avec le RGPD et l'archivage, métiers entre les pratiques archivistiques et le RGPD, une vision également plus claire, et je terminerai là-dessus, sur la manière dont l'information doit être manipulée, avec une distinction très claire entre l'information vivante, l'information manipulée dans l'activité business quotidienne, les mécanismes entre guillemets de gestion périphérique de sauvegarde et l'acte d'archivage à proprement parler. Voilà. On en a terminé sur ce webinaire. On a très légèrement dépassé l'horaire prévu. On vous remercie encore pour